Un juge raciste déclare que les animaux ont leur place dans les chaînes. Il ne savait pas qui il venait d'offenser. Dorian Bell se réveillait chaque matin avant le lever du soleil, avant que la ville ne commence à s'agiter. Les rideaux délavés de son modeste appartement du sud de Crestmoor City retenaient à peine la lumière matinale, mais cela ne le dérangeait pas. Sa chambre était propre, toujours propre, le lit bien bordé, le sol balayé, les chaussures alignées près de la porte. L'appartement n'était pas grand-chose, une seule chambre, du carrelage de cuisine craquelé et un canapé d'occasion qui avait connu des années plus belles. Mais c'était chez lui et surtout c'était un endroit sûr. De la cuisine, l'odeur du café, léger et bon marché mais chaud, flottait dans le couloir tandis qu'il préparait le petit déjeuner, œufs brouillés, toast beurré au fond de la baignoire et tranches de pommes pour Jaylen, son jeune frère. La chambre de Jaylen était baignée de soleil et de livres, des piles de livres, des livres d'histoire, des bandes dessinées, de vieux magazines scientifiques que Dorian avait récupérés dans les bacs à dons. Jaylen, né avec une paralysie cérébrale, ne pouvait marcher sans aide, et encore, seulement avec effort. Mais son esprit était vif. Chaque matin, Dorian l'aidait à s'habiller. Il enfilait soigneusement son appareil dentaire, lassait ses chaussures, se brossait les cheveux avec une douceur devenue une seconde nature. Il ne parlait pas beaucoup au petit matin, mais peu importait. Jaylen souriait en tournant les pages d'un livre, et Dorian lui souriait en retour. C'était suffisant. Lorsque l'infirmière à domicile de Jaylen arriva, Dorian enfila sa combinaison grise, consulta les horaires de bus et sortit. Le bruit de la ville commençait à s'intensifier. Les bus vrombissaient au coin de rue, les klaxons résonnaient dans les rues étroites et le rythme lointain des travaux. Dorian marcha 3 pâtés de maison jusqu'au dépôt des camions de vidange, balaya les trottoirs près de Franklin Avenue, puis prit le long chemin jusqu'au collège Franklin, où il travaillait comme concierge. La marche n'était pas courte, mais elle lui permettait de garder les pieds sur terre. Les rues lui rappelaient qui il était et qui il avait été. Un adolescent rempli de colère, sans père pour lui dire comment la contenir. Il avait grandi, cette colère. Ou peut-être avait-il appris à la supporter discrètement. À l'école, les couloirs étaient toujours bruyants, même après la sonnerie finale. Les enfants couraient, se disputaient, riaient et claquèrent les casiers comme des signes de ponctuation. Mais quand Dorian passait, la plupart s'écartaient, non par peur, mais par respect. Les enfants l'appréciaient. Il était discret, mais gentil. Il réparait leurs bureaux cassés, distribuait des mouchoirs à ceux qui avaient les larmes aux yeux, et gardait des crayons de rechange dans son chariot. Certains laissaient des mots. « Merci, monsieur D. » ou « Tu es génial », griffonnés au feutre de couleur et pliés en étoiles de papier. Cela lui rappelait combien l'enfance pouvait être fragile et combien on pouvait facilement la lui enlever. Ses journées suivaient un schéma précis. Nettoyer la cafétéria, balayer le gymnase, désinfecter l'infirmerie. Puis il rentra chez lui, prépara le dîner et s'assit avec Jaylen, tandis qu'il lisait à voix haute sous une lampe tamisée. La vie n'était pas facile, mais elle était stable, et Dorian avait appris à apprécier la stabilité. Puis vint le jour qui bouleversa tout. Il y a 2 semaines, un jeudi calme, Dorian remplaçait une ampoule vacillante dans le couloir du fond. Il était tard. La plupart des employés étaient repartis depuis des heures, et seules quelques lumières restaient allumées. Alors qu'il se dirigeait vers le coin près de la chambre 216, il entendit des voix, basses, aiguës, pressantes. Il marqua une pause. La chambre 216 était censée être vide. Il se déplaça doucement, veillant à ne pas faire craquer le plancher, et regarda par la petite vitre de la porte. À l'intérieur, le proviseur adjoint Raymond Denton se tenait, raide, près du bureau. En face de lui se tenait un officier en uniforme, le lieutenant Warren Reeds, dont Dorian n'avait croisé le visage que 2 fois en passant. Denton tenait une épaisse pile d'enveloppes blanches qu'il tendit sans cérémonie. L'échange fut rapide, propre, mais alors que l'officier ouvrait la porte pour partir,
Denton dit quelque chose qui resta gravé dans la mémoire de Dorian comme une écharde. On ne soupçonne jamais les enfants. On continue à accuser les suspects habituels. Dorian retint son souffle. Il ignorait ce que contenaient les enveloppes. Il ignorait ce que « blâmer » signifiait dans ce contexte. Mais la façon froide et calculée dont Denton le dit le toucha profondément. Il se réfugia dans l'ombre et attendit que les deux hommes soient partis. Puis il termina de remplacer la lampe, le visage impassible, les mains fermes, même si son cœur cognait contre ses côtes comme un avertissement. Le lendemain matin, la chambre 216 ressemblait. Rien ne semblait suspect à première vue. L'ordinateur était éteint. Les tiroirs étaient verrouillés. Le sol sentait légèrement l'eau de Javel. Il marchait lentement, inspectant chaque recoin. Puis, en passant devant le bureau, il remarqua la poubelle. Vide, à l'exception d'un objet, une clé USB, argentée, sans marque, ordinaire. Il la fixa 1 minute entière avant d'y plonger la main. Cela aurait pu être n'importe quoi. Le plan de cours perdu d'un professeur, le projet oublié d'un élève, ou autre chose. Il la mit dans sa poche et quitta la pièce, verrouillant la porte derrière lui avec le double de la clé qu'il portait toujours sur son anneau. Ce soir-là, après que Jaylen fut couché, Dorian brancha la clé sur son vieil ordinateur portable. L'écran vacilla, puis ouvrit une liste de fichiers. Ses doigts planèrent sur le pavé tactile, incertain. Mais la curiosité, non, quelque chose de plus profond, le poussa à avancer. Le premier fichier était une vidéo, granuleuse, prise sous un angle caché. On y voyait Denton et Reeds dans le bureau principal de l'école. Reeds tenait une liste de combinaisons de casiers. Denton désigna un nom précis, DeAndre Wells, élève de 4e. Ils parlèrent distinctement, sans même chercher à dissimuler leurs propos. DeAndre était en probation, une cible facile. Planter n'était pas difficile, plaisanta Denton. Reeds acquiesça en riant. Les vidéos suivantes reprenaient le même schéma. Des réunions tard le soir, des piles de dossiers avec les noms des élèves, des discussions sur les casiers à cibler et les preuves à dissimuler. Un clip montrait un sachet de pilules glissé dans un casier. Un autre, un couteau enregistré comme preuve. Dorian eut un vertige. Les fichiers audio étaient pires. Il écouta Reeds dire qu'ils avaient besoin de plus d'exemples pour que le commissaire approuve le financement de la surveillance des jeunes. Denton répondit que personne ne remettait en question les chiffres si les visages étaient représentatifs. Jeunes, noirs, pauvres. Les suspects habituels. Dorian resta figé sur sa chaise. Tout ce qu'il avait cru sur son travail, sur l'école, sur les gens avec qui il travaillait, tout cela s'effondra instantanément. Ces hommes ne protégeaient pas les élèves. Ils les utilisaient, sacrifiant leur avenir pour des promotions. Et personne ne les avait arrêtés. Il a essayé de faire ce qu'il fallait. Il a appelé les affaires internes. Il a laissé des messages vocaux. Il a essayé d'envoyer les dossiers anonymement à un journaliste local. Il a même contacté le conseil scolaire de Crestmoor, mais n'a jamais reçu de réponse. Les jours ont passé. Puis, alors qu'il commençait à croire que personne ne l'écouterait, son monde a basculé. Une semaine après avoir trouvé l'allée, alors qu'il traversait le parking après son service, 2 policiers l'ont encerclé. L'un l'a plaqué contre le capot d'une voiture de patrouille. L'autre a lu les chefs d'accusation: agression sur un policier, vol de biens scolaires et interférence avec une enquête en cours. Il ne s'est pas débattu, il n'a pas crié, il n'a pas posé de questions. Ils avaient déjà préparé leurs réponses. Il se souvenait du cliquetis des menottes, de la brûlure froide de l'acier. Il se souvenait de la façon dont le directeur se tenait à la porte d'entrée, les bras croisés, observant la scène sans surprise. Il se souvenait qu'un des officiers avait murmuré que ce n'était qu'une question de temps. Il n'avait même pas fouillé son sac. C'est ainsi que Dorian Bell, un homme qui n'avait jamais manqué un service, qui avait passé sa vie dans les recoins tranquilles du service et du sacrifice, se retrouva dans une salle d'audience, les poignets enchaînés, accusé de crimes qu'il n'avait pas commis. Les couloirs qui résonnèrent autrefois des rires d'enfants ressemblaient maintenant à des murs d'acier qui se refermaient sur lui.
Il était tombé sur un secret trop dangereux pour être ignoré, et le système s'assurait maintenant qu'il en paie le prix pour avoir parlé. La salle d'audience était froide, pas seulement par la température, mais aussi par la présence. Elle semblait stérile, sans vie, comme si l'air avait été vidé de tout espoir bien avant que Dorian Bell n'entre dans la pièce. Les murs lambrissés s'élevaient haut, polis jusqu'à un éclat terne, et la douce lumière du plafond rendait tout ce qui se trouvait en dessous pâle, délavé. Un drapeau pendait mollement dans un coin. Le banc du juge se dressait telle une forteresse au-dessus des autres, gardée par le silence et les regards perçants. Chaque siège était rempli de visages, certains curieux, d'autres indifférents, beaucoup déjà certains du dénouement de cette histoire. Dorian était assis, raide, à la table de la défense, les poignets encore marqués par les menottes qu'on lui avait retirées quelques instants plus tôt. Il se tenait droit, non par fierté, mais par habitude. À côté de lui était assis son avocat commis d'office, Malik Edgewater, un homme à peine plus âgé que les élèves qu'il surveillait. Malik portait un costume gris froissé et serrait son bloc-notes comme si c'était la seule chose qui le maintenait sur terre. Sa cravate était légèrement de travers, son regard grave mais accablé. Il avait rencontré Dorian 3 jours plus tôt seulement, et depuis, il fouillait dans les dossiers, les mains tremblantes. Dorian ne le lui reprochait pas. Ce n'était pas un procès ordinaire, c'était un piège, soigneusement tendu. De l'autre côté de la salle était assis le lieutenant Warren Reeds, impeccable dans son uniforme impeccablement repassé. Sa poitrine brillait de médailles et sa mâchoire était serrée, comme s'il s'était entraîné à avoir l'air noble. À côté de lui, le proviseur adjoint, Raymond Denton, était adossé à sa chaise, les jambes croisées, les doigts entrelacés sur ses genoux. Son costume gris semblait taillé sur mesure. Le procureur lui murmura quelque chose, et Denton hocha la tête avec la confiance sereine de quelqu'un qui connaissait les règles du jeu et qui en connaissait les tenants. Malik avait prévenu Dorian de ne pas s'attendre à un traitement équitable, mais voir la situation se dérouler en temps réel l'a tout de même frappé plus durement que prévu. Reeds affirma que Dorian lui avait tendu une embuscade dans le couloir de la salle des professeurs. Il avait crié des menaces, l'avait attrapé par le col et tenté de voler des dossiers faisant partie d'une enquête en cours. Denton confirma cette version, affirmant que des documents scolaires sensibles avaient été volés sur son bureau et que Dorian n'avait rien à faire près de la salle 216. Leur version concordait trop parfaitement, répétée comme des répliques de théâtre. Le jury, composé d'employés de bureau et de retraités, s'agita sur ses sièges pendant la présentation des preuves. Rien de matériel ne liait Dorian à un quelconque crime, mais l'accusation s'appuya fermement sur le personnage. Ils évoquèrent son enfance dans un quartier difficile, son échec universitaire, sa suspension au lycée pour bagarre. Ils transformèrent les faits en armes, façonnant une version de Dorian qui ne ressemblait guère à l'homme qui balayait silencieusement les sols et lisait des histoires à son frère handicapé avant de s'endormir. Mais Dorian resta immobile. Il ne tressaillit pas. Il n'éleva pas la voix. Il ne se faisait aucune illusion sur ce que ce tribunal attendait de lui. Il avait parcouru le long chemin jusqu'à chez lui presque toute sa vie. Ce n'était pas nouveau. C'était juste plus bruyant. Malik, à son honneur, essaya. Il plaida pour la clé USB, celle que Dorian avait trouvée dans la poubelle. Il expliqua au tribunal qu'elle contenait des images cruciales, peut-être la preuve d'une corruption, et qu'elle devait être examinée dans le cadre de la défense. Il parla avec urgence, mais sa voix tremblait, comme s'il ne croyait pas que le juge l'écouterait, et le juge Carlton H. Kinlan non plus. Le juge se pencha en avant, ses sourcils épais ombrageant ses yeux plissés tandis qu'il tapait du marteau. Il se moqua de la demande de Malik, la qualifiant d'inappropriée et d'illogique. Il se demanda pourquoi un concierge aurait accès à des documents confidentiels. Il accusait Malik de chasser les fantômes. Ce tribunal n'acceptera pas les théories du complot émanant de concierges ayant un casier judiciaire. La sentence flottait dans l'air comme de la fumée.
Dorian sentit sa mâchoire se serrer. Il n'avait aucun casier judiciaire, pas une seule accusation, pas même une contravention de stationnement. Pourtant, il garda une voix basse, un ton posé, pour rappeler ce fait à la cour. Mais Kinlan n'avait pas terminé. Il se pencha en avant, le regard perçant comme des clous, et prononça sa phrase sans ciller. « Silence dans ma salle d'audience. Les animaux ne parlent pas si on ne leur dit pas. » Les mots tombèrent comme un marteau. Des halètements audibles s'élevèrent de la foule. Une femme au premier rang se couvrit la bouche. Un homme au fond marmonna quelque chose et resta à mi-chemin avant d'être interpellé par un autre. Même Malik laissa tomber son stylo, stupéfait. L'insulte n'était pas qu'une insulte, c'était une révélation. Non seulement de la partialité de Kinlan, mais aussi de l'indifférence du système. Le tribunal n'avait jamais vraiment considéré Dorian comme un homme. Pendant un instant, Dorian fixa le juge sans ciller, non pas avec colère, avec clarté. Il comprenait enfin à quoi il avait vraiment affaire. Puis vint le changement. Au fond de la salle d'audience, une femme en tailleur gris se leva lentement. Son expression était indéchiffrable, froide, posée, incisive. Elle observait silencieusement depuis le début une présence jusqu'alors inaperçue. Son regard ne broncha pas lorsque Kinlan parla. Au contraire, il s'aiguisa. Elle s'appelait Geneva Bell. Et elle n'était pas une simple spectatrice. Elle était directrice adjointe du département de la surveillance des droits civiques, une unité fédérale créée pour enquêter sur les préjugés raciaux dans le système judiciaire et intervenir si nécessaire. Elle avait déjà visité des dizaines de salles d'audience à travers le pays, vu des hommes comme Kinlan, entendu des mensonges comme ceux de Denton. Mais elle ne s'attendait pas à retrouver son propre frère au milieu d'une de ses affaires. Elle n'avait pas parlé à Dorian depuis plus de 5 ans. Plus depuis la dispute après les funérailles de leur père. Elle avait emprunté la voie rapide pour Washington, D.C., gravissant échelle après échelle, tandis que Dorian était resté sur place pour s'occuper de Jaylen. Ils s'étaient fait quitter froidement, tous deux trop têtus pour faire le premier pas. Mais une semaine auparavant, elle avait reçu un renseignement anonyme, un concierge arrêté dans des circonstances suspectes, accusé de crimes sans preuve, et une histoire de clé USB. Elle avait examiné le dossier, elle avait vu le nom, et tout s'était arrêté. Elle se tenait maintenant devant le tribunal, avait ajusté son badge et s'était adressée au tribunal. « Votre honneur, je place ce procès sous observation fédérale avec effet immédiat. » Sa voix était restée ferme. Elle ne s'était pas élevée. Mais elle avait résonné dans la salle d'audience comme une cloche perçant le brouillard. La réaction fut immédiate. Kinlan cligna des yeux, stupéfait. Il ouvrit la bouche, puis la referma, incapable de faire entendre son ton habituel. Le procureur pivota brusquement. Reeds et Denton se raidirent tous deux sur leur siège. La certitude dans leurs expressions s'effaça, remplacée par quelque chose de plus ferme, de plus froid. L'inquiétude. Le badge de Geneva était indéniable, son autorité incontestable. Et elle n'était pas venue seule. 2 observateurs fédéraux entrèrent discrètement par l'arrière, bloc-notes à la main, prenant déjà des notes. Malik regarda Geneva comme si elle sortait d'une tempête. Dorian se retourna lentement, reconnaissant son visage malgré les années qui les séparaient. Il ne sourit pas. Il ne pleura pas. Mais pour la première fois depuis le début du procès, ses épaules se détendirent. Geneva n'était pas censée être là. Elle n'avait pas prévu de venir. Mais la justice avait le don de ramener les gens à la raison, surtout lorsqu'elle était enchaînée. Elle avait vu trop d'histoires comme celle de Dorian, trop de tribunaux où la vérité était passée sous silence. Et maintenant, ce silence était rompu. La salle d'audience n'était plus froide. Elle bougeait, tremblait, commençait à changer. Parce que le juge Kinlan avait commis une erreur fatale. Il pensait pouvoir enchaîner un homme qui avait déjà appris à se taire. Mais il ignorait qui était réellement Dorian Bell. Et pire encore, il ignorait qui il venait d'offenser. Tout a basculé du jour au lendemain. Ce qui avait commencé comme un procès discret et passé sous silence, impliquant un concierge d'école, est soudain devenu le centre de toutes les conversations nationales. Tout a commencé par une simple photo. Dorian Bell,
enchaîné et silencieux, assis à côté de son avocat, tandis qu'un badge fédéral scintillait sur la veste de sa sœur en arrière-plan. En quelques heures, cette image a inondé les chaînes d'information, les réseaux sociaux et les gros titres nationaux. Partout au pays, des groupes de défense des droits civiques ont pris acte de l'affaire. Les sections locales se sont mobilisées. Des lettres ont afflué au palais de justice de Crestmoor exigeant la transparence, tandis que la mairie s'efforçait d'expliquer comment un homme sans casier judiciaire pouvait être arrêté sur la base d'accusations aussi suspectes. Au matin, l'affaire est passée d'une procédure municipale à huis clos à un rôle public. La salle d'audience ne résonnait plus de vide. La salle était maintenant bondée. Les journalistes se bousculaient pour occuper les derniers rangs, leurs appareils photos crépitant à chaque fois que Dorian était amené. Derrière eux étaient assis des observateurs juridiques, des responsables communautaires, des parents d'élèves du collège Franklin et d'anciens élèves qui se souvenaient de Dorian comme de l'homme discret qui leur donnait des crayons et leur rappelait de croire en eux. Personne ne détournait le regard. Le silence qui avait autrefois enveloppé l'affaire comme une couverture avait été brisé. Les avocats des droits civiques commencèrent à déposer des requêtes aux côtés de Geneva Bell, qui avait pris un congé temporaire de son poste fédéral pour assister la défense. Elle traversa la salle d'audience telle une tempête, enveloppée de calme, la voix toujours ferme, les mots tranchants et posés. Elle exigea une analyse médico-légale complète de la clé USB, celle-là même que Dorian avait soigneusement cachée dans un livre de bibliothèque évidé la veille de son arrestation. Malik la récupéra, les mains tremblantes, en la tendant au technicien fédéral désormais en poste au tribunal. Le juge Kinlan, contraint de rester sur le banc pendant l'examen, résista d'abord. Il mit en doute la chaîne de possession. Il tenta de faire valoir l'irrecevabilité de la clé USB, mais la pression avait changé. L'attention nationale était désormais rivée sur chacun de ses gestes. Une coalition d'organismes de surveillance avait examiné les décisions antérieures de Kinlan. Ces objections s'amenuisaient d'heure en heure. Lorsque l'équipe d'enquêteurs a confirmé que les fichiers n'avaient pas été falsifiés et a constaté la correspondance avec les eurodatages du système de surveillance de l'école, Kinlan n'a eu d'autre choix que d'accepter les preuves. Ce que la clé USB a révélé a tout démêlé. Le 3e jour du procès rouvert, une analyste judiciaire a témoigné. Elle en a décrit le contenu avec clarté et méthode. La clé USB contenait plus de 23 heures d'enregistrement audio et vidéo collectés sur une période de 3 mois. Des caméras cachées, probablement installées par Denton lui-même, avaient tout filmé. Réunions à huis clos, modifications secrètes de fichiers et stratégies élaborées avec une précision écœurante. Le proviseur adjoint de l'école et le lieutenant Reeds dirigeaient un programme discret et non officiel, conçu pour identifier et cibler les jeunes élèves noirs jugés à haut risque. Dans une vidéo, Denton montrait une liste de noms. Nombre d'entre eux appartenaient à des élèves que Dorian avait vus grandir dans les couloirs de l'école, des garçons au sac à dos trop grand pour leurs épaules, la voix encore éraillée par la jeunesse. Les suspensions n'étaient pas aléatoires, elles étaient attribuées. Les petits écarts de conduite étaient aggravés. Les avertissements étaient ignorés. Les infractions scolaires étaient documentées et transmises aux agents qui travaillaient main dans la main avec Denton. L'objectif, comme le souligne un enregistrement audio accablant, était de préparer ces élèves au système judiciaire avant même qu'ils n'entrent au lycée. Puis vint la vidéo qui réduisit au silence toute la salle d'audience. On y voyait le lieutenant Reeds assis dans son bureau, parcourant le dossier scolaire d'un élève sur son ordinateur. Le garçon s'appelait Khalil. Son dossier permanent indiquait une suspension et aucune infraction pénale. Reeds appuya sur un bouton et supprima une note du conseiller qui félicitait les progrès de l'élève. Puis, il regarda directement la caméra, visiblement inconscient de l'enregistrement, et ricana. Il faut les garder là où ils doivent être, enchaînés. Les mots firent l'effet d'une gifle. Dorian ne bougea pas. Il ne scia même pas, mais sa poitrine était serrée, comme s'il avait retenu quelque chose de lourd en lui et que cela refusait de se calmer.
Autour de lui, les gens s'agitèrent. Même les journalistes cessèrent de taper. Le visage du juge Quinlan, habituellement sévère et indéchiffrable, était maintenant pâle et tiré. Ce jour-là, Quinlan demanda la suspension d'audience plus tôt que prévu. Il frappa une fois du marteau et se leva rapidement, sa robe flottant derrière lui, tandis qu'il quittait la salle d'audience sans croiser le regard de quiconque. Mais il n'avait pas terminé. Pas encore. Devant le palais de justice, la situation s'assombrit. Cette nuit-là, Malik Edgewater reçut un message menaçant sur son téléphone professionnel. Une voix anonyme l'avertissant d'arrêter de creuser sous peine de conséquences pires que la radiation. Les pneus de sa voiture étaient crevés. Le lendemain matin, sa mère reçut un appel affirmant que Malik avait été impliqué dans une affaire criminelle. Rien n'en sortit, mais le message était clair. Genève, elle aussi, fut visée. Elle se réveilla et trouva sa voiture cambriolée de fond en comble. L'inscription « Traître » gravée côté passager. Son adresse personnelle, autrefois confidentielle, circula soudain en ligne. Des menaces inondèrent sa boîte mail. Quelqu'un avait laissé une photo d'elle avec Dorian collée sur la porte de son bureau à Washington, entourée d'un marqueur rouge. Pourtant, elle ne broncha pas. Au contraire, elle accéléra les choses. Elle renforce sa sécurité, déposa des rapports et revint au tribunal le lendemain avec une nouvelle information qui allait à nouveau faire basculer l'affaire. Ce matin-là, la tension régnait dans la salle d'audience. Reeds et Denton chuchotaient entre eux, l'air plus anxieux. Geneva s'est approchée du tribunal et a demandé l'autorisation de présenter un nouveau témoignage. Le procureur a objecté, invoquant l'absence de pertinence, mais le juge, sous surveillance fédérale et surveillé par 6 agences différentes, a cédé. 2 semaines avant l'arrestation de Dorian, a expliqué Geneva, un autre membre du personnel avait tenté de signaler la même activité suspecte. Il s'appelait Elias Monroe, un professeur de sciences blanc qui travaillait à Franklin Middle depuis près de 10 ans. Il s'inquiétait de la soudaine augmentation des renvois disciplinaires visant les élèves noirs. Il prenait des notes, recueillait des tendances, documentait des incohérences dans le logiciel de signalement de l'école. Puis un jour, Elias a déposé une plainte officielle auprès du conseil scolaire. Il a mentionné Denton et nommément Reeds. Il a demandé un entretien privé avec le surintendant de l'école pour présenter ses conclusions. 3 jours plus tard, Elias Monroe a disparu. Son appartement est resté déverrouillé. Sa voiture a été retrouvée abandonnée à 16 km de là. Officiellement, il était porté disparu. Aucun acte criminel n'a été confirmé. Mais personne de l'école n'a donné suite. Denton a prétendu avoir été muté dans un autre district. Geneva a découvert des courriels internes suggérant le contraire. Des courriels entre Denton et un haut responsable de la Commission de la sécurité publique évoquant la plainte de Monroe et la manière dont elle serait traitée discrètement. Le procureur a de nouveau tenté de s'y opposer, prétextant des spéculations. Mais la salle d'audience n'écoutait plus. Le jury s'est penché en avant. Les journalistes ont griffonné furieusement. Même Quinlan ne pouvait plus se cacher derrière son silence. Ses doigts ont tapoté le banc, sa bouche s'est ouverte puis refermée. Derrière lui, les observateurs fédéraux ont pris note après note. Dorian n'a pas été le premier à découvrir la vérité. Il a simplement été le premier à survivre assez longtemps pour la raconter à qui que ce soit. Monroe avait parlé et disparu. Dorian avait trouvé la clé USB et avait été piégé. Le schéma n'était plus une théorie, c'était un plan. Alors que Geneva s'asseyait, le poids de l'instant emplissait la salle d'audience comme de la fumée. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Et pour la première fois depuis le début du procès, Dorian s'est autorisé à respirer un peu plus profondément, parce que la vérité n'était plus enchaînée. Il était enfin debout. Le dernier jour du procès ressemblait à un jugement, non seulement pour Dorian Bell, mais pour tout le système qui avait tenté de l'enterrer. La salle d'audience, autrefois un lieu de silence et de suspicion, vibrait désormais d'une énergie pesante. Chaque siège était rempli. Les journalistes étaient assis côte à côte, leurs bloc-notes prêts, leurs appareils photo posés discrètement sur leurs genoux.
la galerie bourdonnait d'un murmure sourd, et devant le palais de justice, une foule de manifestants brandissait des pancartes au-dessus de leur tête, comme pour tenter d'élever la vérité au ciel. Laissez Dorian parler, et plus de chaînes étaient peints à grands traits. Les marches du palais de justice étaient couvertes de fleurs, de photos d'étudiants autrefois qualifiés de « à risque » et de messages de solidarité d'autres communautés qui avaient observé de loin et qui se tenaient désormais à ses côtés. À l'intérieur, l'air était lourd, non pas de chaleur, mais d'attente. Chaque craquement du banc en bois, chaque toux, chaque pas qui bougeait résonnait plus fort que d'habitude. Geneva était assise au premier rang, les mains jointes, l'expression figée dans une détermination silencieuse. Malik, mieux habillé et plus posé dans son rôle, triait des papiers à côté d'elle. Dorian était assis entre eux, calme mais alerte. Il portait le même costume gris, repassé et impeccable, emprunté une fois de plus au pasteur, mais porté aujourd'hui avec une signification plus profonde. Ses épaules restaient droites, son visage indéchiffrable. Il ne scruta pas la salle. Il n'en avait pas besoin. Il était déjà venu ici, mais pas comme ça. Le juge Carlton H. Kinlan entra dans la salle d'audience plus lentement que d'habitude. Sa robe, autrefois flottant sous le poids de l'autorité, semblait plus lourde à présent. Il marqua une pause devant le banc avant de s'asseoir. Son marteau reposait devant lui, mais il ne le prit pas. Le silence s'éternisa. Les regards le suivirent attentivement. Là où régnait autrefois l'autorité, régnait désormais l'examen. Là où régnait autrefois le jugement, régnait désormais un jugement d'un autre genre, le sien. Geneva se leva. Son ton était clair, sa posture ferme, tandis qu'elle s'adressait à la cour. Elle a demandé l'abandon de toutes les charges retenues contre Dorian Bell et l'ouverture immédiate d'une enquête fédérale sur la police de Crestmore et l'administration du collège Franklin. La salle d'audience s'est mise. Malik répondit avec la clarté de quelqu'un qui croyait désormais pleinement au poids de ses paroles. Il nomma chaque violation, corruption, préjugés raciaux, entrave à la justice et muselage délibéré des lanceurs d'alerte. Il fit référence à la clé USB, aux témoignages, à l'enseignant disparu Elias Monroe et aux enregistrements audio où le lieutenant Warren Reeds riait de l'enchaînement des enfants. Il rappela au tribunal qu'il ne s'agissait pas d'un seul homme, mais de tous ceux qui avaient été utilisés, rejetés ou ignorés. Kinlan regarda Dorian pour la première fois depuis des jours. Cette fois, ce n'était pas un regard noir. Il n'était pas teinté d'arrogance ou d'insultes voilées. C'était plus calme, moins sûr. Le juge ne voyait plus un concierge en bleu de travail, ni une silhouette silencieuse passant la serpillière. Il voyait un homme qui avait résisté à la tempête et lui avait survécu. Il voyait le poids que Dorian portait, non seulement pour lui-même, mais pour chaque élève dont la vie aurait pu être bouleversée par un simple dossier caché ou une fausse suspension. Pour la première fois, Kinlan sembla saisir la vérité. L'homme devant lui avait survécu à une catastrophe. Avant qu'il ne puisse répondre, un autre bruit rompit la tension, une porte s'ouvrant au fond de la salle d'audience. Tous les regards se tournèrent. Une femme en robe noire entra, grande, digne, avec des mèches argentées dans les cheveux et une présence d'un calme absolu. Elle n'attendit pas qu'on l'annonce. Elle s'avança simplement et s'adressa à la cour avec une puissance tranquille. Son nom était la juge Laetitia Monroe, une juge fédérale de circuit dépêchée en urgence par le département de déontologie judiciaire. Elle examinait les dossiers depuis 48 heures. Elle examinait les transcriptions, interrogeait les observateurs juridiques, lisait les rapports qui affluaient. Et maintenant, elle était là en personne. Elle annonça qu'elle avait été autorisée à relever le juge Kinlan de ses fonctions, avec effet immédiat dans l'attente d'une enquête éthique complète. La salle d'audience prit une profonde inspiration. Certains haltèrent. D'autres restèrent immobiles, trop abasourdis pour réagir. Le regard de Kinlan se porta sur l'huissier, puis revint sur Monroe, mais il ne dit rien. Son marteau resta intact,
La juge Monroe s'avança, la voix égale et sans équivoque, s'adressant directement à Dorian. Elle déclara qu'il était libre de partir, que toutes les charges avaient été abandonnées, que ce qui lui était arrivé n'était pas justice, mais un échec, et qu'au nom du peuple, elle présentait des excuses qui ne pourraient jamais effacer ce qu'il avait enduré, mais qui pourraient commencer à réparer ce qui avait été brisé. L'espace d'un instant, personne ne bougea. Puis le bruit du métal résonna, net et clair, lorsque l'huissier, agissant désormais sur ordre de Monroe, s'avança et détacha les menottes des poignets de Dorian. Les chaînes tombèrent, claquant doucement sur le sol de la salle d'audience. Dorian ne sourit pas. Il ne pleura pas. Il hocha simplement la tête, lentement et délibérément, comme quelqu'un qui attendait ce moment non pas depuis des jours, mais depuis des années. Et lorsqu'il se leva, toute la salle l'imita. Une ovation debout résonna sur les bancs, les applaudissements fusèrent comme le tonnerre. Les journalistes restèrent là, leurs cahiers oubliés. Les parents embrassèrent leurs enfants. Même la sténographe du tribunal s'essuya les yeux avant de retourner à sa machine. Dehors, la nouvelle se répandit rapidement. Au coucher du soleil, les chaînes d'information diffusaient des images de Dorian descendant les marches du palais de justice aux côtés de Geneva et Malik. Son nom était devenu populaire dans tout le pays. Mais l'actualité ne s'arrêta pas là. Le lendemain matin, le lieutenant Reeds et le proviseur adjoint Denton avaient tous deux été arrêtés et placés sous enquête fédérale. Les preuves trouvées sur la clé USB les reliaient non seulement au collège Franklin, mais à un réseau plus vaste d'écoles du comté, où l'on retrouvait des cas de falsification de dossiers et de profilage illégal des élèves. Le commissaire d'État à la sécurité publique démissionna quelques jours plus tard, après que des fuites de communication eurent révélé son rôle dans la protection de Reed contre les mesures disciplinaires internes. Son remplaçant s'engagea publiquement à restructurer les procédures de signalement des mineurs dans tout l'État. Geneva, sans perdre de temps, lança une initiative nationale visant à auditer toutes les politiques de transition de l'école à la prison à l'échelle de l'État. Son équipe a commencé à collaborer avec des groupes de défense, d'anciens enseignants et des leaders étudiants pour bâtir de meilleurs systèmes fondés sur la transparence, l'équité et la responsabilité. L'initiative a été baptisée d'après les mots que Reeds avait un jour utilisés pour se moquer des étudiants Q. Et Dorian, il est retourné à Franklin. Pas comme concierge, pas avec une serpillière, un seau ou un hochement de tête silencieux dans le couloir. Il est revenu comme nouveau coordinateur de la défense des droits des élèves de l'école, un rôle créé en son honneur. Il arpentait désormais ces mêmes couloirs, non plus dans l'ombre, mais au centre. Il rencontrait les parents, examinait les rapports de discipline, encadrait les élèves et formait le personnel à la reconnaissance des préjugés. Son premier geste officiel a été de retirer du bureau principal le classeur obsolète des mesures disciplinaires, un classeur qui servait autrefois à recenser les élèves à problème. Il l'a remplacé par une fresque peinte par des élèves de 5e. Elle représentait des mains ouvertes, des bras croisés et une citation de Frederick Douglass en haut. Il prenait toujours soin de Jaylen, préparait toujours le petit déjeuner avant le lever du soleil, reprenait toujours le long chemin à pied pour rentrer chez lui, mais maintenant, c'était plus par calme que par peur. Les gens l'arrêtèrent dans la rue pour lui serrer la main, le remercier, lui demander comment il pouvait l'aider. Et lorsqu'il se regardait dans le miroir, il ne voyait pas l'homme enchaîné. Il vit l'homme qui les avait brisés, car même lorsque le système tentait de le réduire au silence, même lorsqu'il le piégeait, même lorsqu'il le traitait d'inhumain, il se leva, et le monde enfin l'écoutait.